Bonjour à tous et merci de m'avoir fait confiance en m'invitant. Je remercie Nelly, je remercie Nathalie et tous les organisateurs. Je dois dire que c'est pour moi un plaisir d'être en Belgique. J'ai sillonné votre pays en long, en large, en travers pendant des années avec l'équipe de la Française des Jeux que j'ai accompagné médicalement pendant 17 ans. Donc j'ai fait en gros 20 ans dans le sport de haut niveau. Et je vais essayer de vous faire partager une partie de cette expérience, surtout dans le sport, parce qu'en épigénétique, c'est pas trop mon top. Mais bon, voilà. Et puis, ça me fait plaisir d'être à Namur, parce que j'ai gagné 2 fois ici avec mes coureurs. Euh, une fois avec Philippe Gilbert, donc votre compatriote, et en 2006, et une fois en 2013 on a gagné une manche de la Coupe du Monde de cyclocross avec Mouret. Voilà. Donc ça me fait plaisir d'être parmi vous. Ok, donc alors c'est une gageure de s'adresser à un public aussi hétérogène, avec des médecins qu'il ne faut pas ennuyer et avec des non-médecins qu'il faut rester accessible. Donc c'est pas toujours simple, c'est pas facile de votre côté, c'est pas facile d'une autre. Donc je vais essayer de répondre à ce double défi. Alors, je vais passer assez vite sur tout ce qui a été dit et brillamment dit ce matin pour m'intéresser surtout à l'aspect du sport. Et donc, vous avez bien compris que notre hérédité est portée par nos gènes et que ces gènes vont s'exprimer ou pas, vont être traduits ou pas, et que ça dépend de notre environnement et de l'activité physique en particulier, du sport plus particulièrement. Et c'est de ce dont je vais essayer de vous parler. Donc, tout ce qui est dit là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. D'abord, vous aurez tous, je pense, les présentations à disposition. Tout ce qui est écrit là a été dit ce matin. On va essayer de gagner du temps pour s'intéresser aux aspects les plus spécifiques au niveau du sport. Donc, on vous a longuement parlé de la méthylation, de la modification, de l'acétylation des histones et tout ça. Voilà les différents types de marques épigénétiques qui peuvent intervenir. Et je vais commencer par insister sur ce qu'on appelle les micro-ARN et l'épigénétique. Donc, mon propos est de vous montrer jusqu'à quel point ces micro-ARN sont essentiels à la régulation de l'expression des protéines. C'est ce qu'on appelle micro-ARN, ce sont des petits ARN qui sont non codants, qui comportent 18 à 24 nucléotides, qui sont simples brins, et qui vont inhiber l'expression des gènes par appariement avec des ARN cibles, empêchant leur traduction en protéines ou entraînant leur dégradation. Depuis la découverte du premier micro-ARN en 1993, il y en a 24 000 qui ont été décrits dans 200 espèces différentes et il y en a près de 1900 chez l'homme. Et ces micro-ARN vont réguler de nombreuses fonctions biologiques qui ont trait à la différenciation cellulaire, qui ont trait à l'apoptose et qui ont trait au développement tumoral sur lequel on va revenir et sur l'intérêt de l'activité physique en cas de cancer. Donc, l'état physique, bien entendu, actif, va affecter l'expression de ces micro-ARN. Et on a retrouvé, il y en a un qui est un petit peu plus concerné que d'autres. Vous l'avez là, son nom, HSA-MIR 320D. Et on a une association entre l'activité physique et les profils spécifiques de ces micro-ARN qui sont circulants, qui sont associés soit aux muscles squelettiques, soit aux os. Alors, la différenciation terminale du muscle squelettique strié est régulée au niveau transcriptionnel et au niveau post-transcriptionnel par des micro-ARN. Ces ARN non codants vont entraîner l'arrêt de la traduction de l'ARN messager ciblé. Alors, 63 micro-ARN régulent la différenciation du muscle strié squelettique dans une ligne de myoblaste. Et l'inhibition des micro-ARN de la famille LED7, MIR98, alors tout ça c'est un peu du chinois, hein. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler tout ça, mais c'est pour montrer que tout ça est très très bien codifié aujourd'hui et que tout ça a un support scientifique réel.
et que donc cette inhibition de ces micro-ARN va accélérer le processus de différenciation musculaire et les myotubes vont s'hypertrophier. À l'inverse, la surexpression de membres de la famille LET7, MIR98 et LET7G vont retarder la différenciation musculaire. Alors, il y a eu des études qui ont montré que certains micro-ARN peuvent être spécifiques d'un tissu, comme le MIR1 dans le muscle. Les myomyres, dans tout ça, je vous les donne comme ça, mais vous oubliez ça aussi vite, hein, vous regarderez ça si ça vous intéresse après. Les myomyres micro-ARN MIR1, MIR133, MIR2006 sont impliqués dans la différenciation musculaire. MIR1, MIR133 sont exprimés dans le muscle squelettique et dans le cœur. MIR206 est spécifique du muscle squelettique. Donc, vous voyez, donc c'est extrêmement codifié aujourd'hui. Et tous ces micro-ARN vont être intervenants dans la régulation de la myogénèse. Donc avec la différenciation entre ce qu'on appelle la génétique et l'épigénétique, on passe là-dessus. Et je vais vous donner deux exemples sur l'influence de la génétique pour montrer à quel point c'est différent de l'épigénétique. Donc, le premier exemple, c'est l'exemple d'une tribu qui s'appelle Bajo, qui sont des plongeurs qui vivent dans le sud-est asiatique. Ils sont pour les situer, entre les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie. Et ces gens-là sont capables de plonger jusqu'à 70 mètres de profondeur, rester plus de 10 minutes sous l'eau, et tout simplement parce qu'ils sont porteurs d'une variante génétique qui est localisée au niveau du gène que vous voyez inscrit, PDE10A, dont l'effet est d'augmenter la taille de leur rate et donc de produire plus de globules rouges. Et ce gène va augmenter la production d'une hormone thyroïdienne qui favorise le développement de la rate. Alors ce qui est intéressant, comme c'est génétique, ça concerne tous les bajos, y compris ceux qui ne plongent pas. Ceux qui ne plongent pas ont exactement les mêmes caractéristiques. Le deuxième exemple de l'influence génétique, c'est l'adaptation à la très haute altitude. Alors quand on parle de très haute altitude, on parle des Tibétains, on parle des Péruviens, des Andins d'une manière générale, et qui ont des caractéristiques physiologiques qui leur permettent de s'adapter à des conditions de vie en haute altitude où la concentration en oxygène est de 40 à 50% inférieure à celle du niveau de la mer. Donc la base génétique de ces adaptations, elle est déchiffrée en ce moment, et donc on sait qu'il y a une sélection positive de gènes ou de régions génomiques qui sont impliquées dans le métabolisme et la sensibilité de l'oxygène de ces Andins ou de ces Tibétains. Donc vous avez les gènes qui sont inscrits là, peu importe, mais ça montrait qu'il y a un vrai support. Et il y a une étude en ce moment qui est menée depuis 2019, qui est menée par une équipe du PACA, notamment de Grenoble. C'est une expédition qui s'appelle Rinconada, du nom de la ville où siège cette équipe de chercheurs, qui est, alors c'est Rinconada 5003, parce qu'ils sont à 5300 mètres d'altitude, et où les habitants donc, ont une polyglobulie excessive, naturellement, et avec un taux d'hématocrite qui peut aller jusqu'à 80%, vous imaginez. Alors, tout en ayant une pression artérielle correcte, et ce qui témoigne de leur adaptation, leur capacité d'adaptation de leurs facteurs hématologiques. Mais alors, ces adaptations sont génétiques et sont aussi épigénétiques, donc c'est tout le travail de cette équipe qui n'est malheureusement pas fini d'être décrypté à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'ils ont pris du retard avec cette histoire de pandémie, etc. Donc il y a un certain nombre d'axes de recherche qui sont développés, notamment qui concernent l'adaptation et la maladaptation à l'altitude, les pratiques sportives en haute montagne et la capacité d'utiliser les stages en altitude pour améliorer la santé, voire améliorer la performance, ce qui est le cas d'athlètes qui, vous savez, comme moi maintenant, vont régulièrement faire des stages en altitude. Autre exemple, c'est de montrer qu'on a démontré qu'il y a pour les Tibétains, donc qui vivent en très haute altitude aussi,
Et tout simplement, ils sont adaptés à la très haute altitude parce qu'ils ont hérité un gène des Denisoviens, donc vous voyez que ça remonte à très très loin, et qui leur permet de s'adapter. Donc là, on est dans la génétique pure. Alors, maintenant, mon propos, ce n'est pas vous parler de génétique, mais c'est pour vous montrer, donc s'il y a cette adaptation qui concerne toute une population donnée, en particulier, ce qui est intéressant, c'est de voir que les bajots, ceux qui plongent pas, ont exactement les mêmes caractéristiques. Alors là-dessus vont se greffer des influences de l'épigénétique, et mon rôle, c'est mon objectif, c'est de vous montrer que le sport peut s'opposer à ce destin génétique. Alors, il y a une étude qui a été faite qui a montré que lorsque des gens sont prédisposés à des maladies cardiovasculaires, lorsqu'ils ont un bon état d'activité physique, un niveau d'aptitude cardio-respiratoire élevé, une force musculaire plus importante dans les mains et dans les bras, donc c'est testé, et ça leur permet de diminuer leur risque de maladie cardiovasculaire de 50%. C'est une étude qui a porté sur plus de 500 000 sujets, donc c'est quand même des études intéressantes. Et cette régulation épigénétique de l'entraînement sportif, elle porte sur 3 mécanismes qui ont été évoqués, la méthylation de l'ADN, la modification des histones et la régulation des gènes associés à l'ARN non codant. Alors, on sait que l'exercice intensif diminue la méthylation de l'ADN dans les muscles squelettiques et ça va renforcer la protection contre certaines pathologies, dont certaines je vais aborder, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète. Alors, il y a les micro-ARN, donc, que je vous ai dit, ont un rôle considérable dans l'adaptation à l'activité physique, et cette adaptation physique, elle dépend du type d'activité. Les études qui sont faites étudient toujours les 3 types d'activités: entraînement en force explosive, entraînement en force hypertrophique, entraînement par intervalle à haute intensité. Et on a étudié un certain nombre de micro-ARN que vous avez là devant vous, sous les yeux, et on a montré que il y a une réduction, quand on compare les 3 types d'activité physique, il y a une réduction du MIR16 et du MIR93 dans les 3 bras de l'étude, donc que l'activité soit explosive, hypertrophique ou à haute intensité, que la diminution du MIR222 se fait que dans, le groupe de la force explosive, et que le MIR93 est activé par la contraction musculaire. Donc tout ça, c'est extrêmement bien codifié. Et ce qu'on a montré aussi, c'est dans ce type d'étude que le MIR21 diminue immédiatement après l'exercice. Il est suivi d'augmentation pendant la récupération précoce. Et ce qui laisse penser que ça pourrait avoir un intérêt dans la régulation de processus anti-inflammatoires, pro-inflammatoires, immunorégulateurs, et ça explique un petit peu les effets positifs de l'activité physique. Donc, quand on s'attaque à l'adaptation à l'altitude, on s'aperçoit que l'adaptation à l'altitude fait que la méthylation de l'ADN diminue. Alors, et ça dépend les gènes concernés dépendent de l'altitude. Donc, vous voyez, 3400 mètres pour le RxIRA, 4200 mètres pour le gène de l'EPO, et cette hypométhylation de l'ADN va intervenir dans l'acclimatation lors des stages en altitude. Donc, si on s'intéresse aux sports d'endurance, donc là on voit l'adaptation à l'altitude, les sports d'endurance. L'endurance va provoquer une hypométhylation de gènes impliqués dans l'adaptation à l'effort, et il y a toute une série de protéines qui sont impliquées et qui interviennent dans le fonctionnement des mitochondries. Donc vous avez les noms, la barbare, MTHFR, donc Castronovo vous en a parlé, MS, MSR. Et la fibre musculaire va faire qu'elle va se doter d'un profil de plus en plus endurant et qu'il va y avoir une conversion des fibres musculaires rapides en fibres musculaires lentes.
Et donc, les processus de méthylation vont intervenir dans l'anabolisme musculaire. Soit les gènes sont endormis, soit ils sont activés. Donc, vous avez eu toutes les explications ce matin. Et on montre, d'une manière générale, que l'élite des athlètes a une capacité de méthylation plus faible pour certains gènes impliqués dans la croissance musculaire, et grâce à l'inhibition de certains types d'enzymes. Donc, l'adaptation musculaire, la répartition des fibres lentes et rapides, je viens de vous le dire, évolue en fonction de l'influence épigénétique. Et vous avez là les gènes qui sont impliqués dans le métabolisme aérobie et qui sont actifs dans la synthèse de nouvelles mitochondries. Je vous dirai comment on peut faire pour activer la synthèse de ces mitochondries par une activité sportive. Alors, l'anabolisme musculaire, c'est l'entraînement en force. Donc là, on a une hyperméthylation des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme aérobie. La méthylation des voies chargées de la production de nouvelles mitochondries ou du développement du réseau musculaire, et qu'on a une diminution de la méthylation de gènes qui sont impliqués dans la synthèse de protéines. Dans les activités de force, les niveaux de méthylation sont plus élevés chez les sportifs que chez les sédentaires. Les mécanismes d'adaptation aérobie sont bloqués et priorité est donnée à l'adaptation du muscle aux exercices en force. Donc cette méthylation va intervenir dans la production de nouvelles mitochondries et de réseaux microvasculaires. Le rôle des histones, là aussi, on vous en a parlé, ces histones vont intervenir en particulier pour faire en sorte que le métabolisme énergétique au sein des cellules satellites est diminué afin de diminuer leur utilisation intempestive et protéger le stock de ces cellules en perspective de la régénération après des lésions, après l'effort, etc. Alors, mon premier exemple que je vais vous donner, il n'est pas pris dans le sport, mais on n'est pas loin. C'est une étude intéressante qui a été faite par la NASA, qui a été menée auprès de 2 frères jumeaux, dont un était un spationaute qui s'appelle Scott Kelly, âgé de 50 ans, qui a vécu 340 jours à bord de la Station spatiale internationale, alors que son frère jumeau était resté sur Terre. Donc, 2 frères jumeaux, donc 2 génétiques identiques, les mêmes gènes, mais dans 2 environnements différents. Donc, des tas de paramètres ont été mesurés, génétiques, biologiques, physiologiques, cognitifs, avant, pendant et après la mission. Et on voit que lorsque l'organisme vit dans l'espace, en fait, il le vit comme un stress majeur et il réagit en conséquence. Donc les modifications qui sont constatées chez le spationaute, chez Scott, perte de la masse musculaire de 7%, perte de la densité osseuse, épaississement de la paroi de la carotide, modification du globe oculaire, état de fatigue permanent comme s'il avait la grippe et baisse des performances cognitives, aussi bien en termes de rapidité que de justesse, et qui persistait plus de 6 mois encore après le retour sur Terre. Et il y a eu ils ont mis en évidence, à travers cette étude, les conditions sur les gènes, tout simplement parce que le spationaute était soumis à des irradiations qui étaient 7 fois supérieures à celles auxquelles sont soumis des travailleurs qui travaillent dans le monde nucléaire. Donc, ce n'est pas rien. Et ils ont mesuré la longueur des télomères qui se sont allongés pendant la durée du séjour dans l'espace. Et cette longueur des télomères a très rapidement décru après le retour sur Terre. Et au bout de 2 jours, ils étaient déjà en train de se raccourcir. Et la plupart de ces télomères ont retrouvé leur taille normale, sauf 7% des gènes qui étaient modifiés après un long séjour. Donc ce travail avait déjà été fait et ça a été confirmé. Et donc plus de 90% des gènes ont changé de niveau d'activité pendant le vol et sont redevenus à la normale dans les 6 mois après le vol. Et 7% des gènes ont conservé des traces durables de
de ce séjour dans l'espace. Et donc, ça intervient sur le système immunitaire, sur le métabolisme osseux, sur le métabolisme des os, sur la réparation, sur l'hypercapnie, sur... voilà. Et il y a aussi des conséquences épigénétiques. Alors, ce qui était marrant, c'est que, en fait, quand on compare l'épigénome, les conséquences épigénétiques chez les deux frères, eh bien, il n'y a aucune perturbation massive chez le témoin. Il y a moins de 5% de différence dans la méthylation générale entre les jumeaux pendant la mission. Il y a 79% de l'ADN de Scott ont été méthylés et 83% de son frère témoin. Et il y avait à peu près autant de modifications épigénétiques chez les deux frères. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que les modifications n'ont pas eu lieu dans les mêmes régions. Et les différences vont se situer au niveau de l'expression des gènes de la méthylation de certains groupes et affectent aussi d'autres paramètres biologiques qui sont impliqués, comme dans l'inflammation, dans la réponse immunitaire. Et la plupart de ces variations sont réversibles en quelques semaines après le retour sur Terre. Donc ça, c'est les constatations sur deux frères, un spationaute et un qui est resté sur Terre. Et qu'en est-il dans le sport? Alors, les micro-ARN que j'ai évoqués sont des biomarqueurs des lésions musculaires et ça dépend du type d'exercice que je vous ai dit. Donc, vous voyez, exercice concentrique, vous voyez quels sont les paramètres qui sont concernés, quels sont ceux qui ne sont pas. Tout ça, c'est juste pour vous montrer que c'est illustré d'une façon claire et précise. Et ça a été donc repris dans les études toujours de la même façon, en comparant les exercices en force explosive, en force hypertrophique et à haute intensité. Donc les exercices à haute intensité, les niveaux de micro-ARN MIR21, MIR93 augmentent après 5 semaines d'exercice, puis tombent en dessous du niveau initial après 8 semaines, tandis que le MIR16 diminue progressivement. Bon, on ne va pas prendre tous ces paramètres les uns après les autres, c'est pour montrer qu'en fonction du type d'exercice, eh bien, les micro-ARN concernés ne sont pas les mêmes. Alors ça, c'est très intéressant, ça vous pouvez le retenir. C'est que par ces études, on a démontré l'existence d'une mémoire musculaire. Donc on a parlé plusieurs fois de mémoire ce matin, mémoire affective, mémoire immunitaire, mémoire musculaire. Donc, et ceci dérive d'un travail qui a été mené dans l'université de Kiel et qui a porté sur 850 000 segments d'ADN et qui ont montré que les muscles striés ont une mémoire épigénétique qui va influencer la croissance musculaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'hypométhylation de certains gènes va persister malgré l'arrêt de l'entraînement. Et ce qui permet de dire qu'il y a une mémoire épigénétique de la croissance musculaire antérieure. Donc les gènes de la croissance musculaire restent actifs après l'activité physique et se prolongent bien longtemps après l'arrêt du sport. Et ça pose un vrai problème, là sur lequel je vais insister un petit peu. Attendez, je ne sais plus où j'en suis là. Voilà, c'est ça, je vais arriver là-dessus. C'est en fait sur les problèmes de dopage. Et on s'aperçoit, et ça a été une chose qui m'a toujours étonné, et j'ai cru que ces athlètes qui étaient dopés, qui avaient été sanctionnés, qui avaient repris, avaient recommencé. Eh bien non, pas obligatoirement, je pense qu'on peut leur accorder crédit de leur bonne foi. Mais quand on compare les performances, par exemple... attendez, j'ai dû me... Ah là là, je suis perdu là. Voilà. Voilà. Alors, je prends deux athlètes. Tout le monde connaît ces noms, même ceux qui ne sont pas passionnés de sport. Justin Gatlin, il a été champion olympique du 100 mètres en 2004.
En 2006, il est donc champion olympique du 200 mètres. Du 100 mètres, c'est moins de 10 secondes. En 2006, il est suspendu pour dopage pendant 8 ans. Sa peine a été réduite à 4 ans. Et donc, il reprend en 2010. Dès 2012, il est médaillé de bronze aux Jeux olympiques sur 100 mètres. En 2013 et en 2015, il est médaille d'argent au championnat du monde. Puis, lors des Jeux olympiques de 2016. Et en 2017, il est champion du monde à Londres. Et pourtant, on l'a arrêté pendant 4 ans. Dwayne Chambers, c'est la même chose. 99, il est bronze aux mondiaux de Séville. 2003, suspendu pour dopage. Alors, le dopage, c'est toujours le même. C'est des stéroïdes anabolisants, c'est l'EPO, c'est l'hormone de croissance, c'est le stanolosol, etc., etc. 2008, il retourne en compétition. Et dès 2009, il est finaliste du 100 mètres au championnat d'Europe à Berlin. Il est en 2010 finaliste à Barcelone et en 2011, il est médaille d'argent sur le 60 mètres. Donc vous voyez, ces athlètes dopés, on les arrête et ils reprennent et en fait ils ont le même niveau de performance. Ouais, tout le monde dit c'est qu'ils ont recommencé. Eh ben non. Pas forcément, c'est possible, je n'ai pas des arguments pour, mais on a des arguments pour les blanchir, si on peut dire. Donc, et en fait, c'est lié à la mémoire musculaire. Et il y a une équipe de chercheurs norvégiens qui a travaillé sur des souris qu'ils ont dopées à la testostérone. Et ils ont démontré qu'il y avait une mémoire musculaire qui résidait dans les noyaux cellulaires au cœur des fibres musculaires. Et ce travail se fait, la restauration de la masse musculaire à l'exercice, jusqu'à 3 mois après l'interruption du traitement. Ces souris, on les dope, on arrête de les doper, et 3 mois après l'interruption du traitement, eh bien, ils ont une reprise du développement de la masse musculaire. 3 mois pour une souris, c'est 10 ans pour un humain. Donc ça pose un vrai problème pour le dopage. Et en France, on a un lanceur de marteau qui a été pris aussi par la patrouille, qui était médaillé d'argent au lancer du marteau aux mondiaux à Doha en 2019, avec un jet de 78,19 mètres. Contrôlé, toujours pareil, positif, au stanolosol en 2014. Et donc 2014, son record était de 78,58 mètres. Donc quand il revient en 2019, c'est kiff-kiff, 78,19 mètres. Alors qu'il a été suspendu pendant 4 ans. Donc ça veut dire que toutes ces histoires de suspension d'athlètes, on devrait tenir un petit peu compte. Et ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 4 ans qu'il faut les suspendre. C'est pratiquement à vie. Parce qu'en fait, dès qu'ils ont été manipulés volontairement ou involontairement en utilisant des drogues pour augmenter la performance, et quand quand ça s'adresse à l'hypertrophie musculaire, eh bien ça persiste des années après l'arrêt du sport. Donc un type qui s'est dopé quelques années avant, eh bien même si on l'interdit de compétition, ça perdure. Alors, 2 fléaux, bien entendu, auxquels on a fait allusion ce matin, la sédentarité, 2 millions de morts par an, l'obésité, pour juste des petits chiffres, des personnes en surpoids perdent 1 an d'espérance de vie en moyenne, les personnes moyennement obèses perdent 3 ans, et les obésités sévères perdent 10 ans d'espérance de vie. Alors, donc on a dit qu'il fallait bien entendu faire attention à ce que l'on mange, mais aussi d'avoir une activité physique. Alors pour les uns, c'est la marche qui est la plus intéressante, pour les autres, c'est le vélo. En fait, ça n'a pas une grande importance. L'important, c'est d'avoir une activité physique.
Et on a démontré que le sport avait un effet épigénétique sur la graisse. Donc on a comparé pour ça des individus en surpoids, dont la moitié avait un ascendant diabétique, et on leur a fait faire des séances de 3 fois par semaine, des séances d'aérobic pendant 6 mois. Et on a eu, bien entendu, une amélioration de la condition physique, une amélioration du rapport tour de taille, tour de hanche, un abaissement de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Et on a mis en évidence qu'il y avait une modification de la méthylation de 7663 gènes sur des prélèvements de graisse sous-cutanée abdominale. Autre étude qui a été faite pour montrer qu'on pouvait lutter contre la prédisposition génétique justement au diabète, eh bien on a fait, alors c'est quand même des tests qui sont un petit peu difficiles, hein, puisqu'on faisait pédaler sur un home trainer pendant 20 minutes des individus et on faisait des biopsies musculaires pré- et post-exercice, c'est quand même pas rien. Et donc on a étudié un certain nombre de gènes à ce niveau-là et on a mis en évidence que dans les 3 heures qui suivaient l'arrêt de l'exercice, les régions promotrices des gènes étudiés là, étaient déméthylées. Et que ces fragments d'ADN pouvaient alors être lus et traduits en protéines. Et encore une fois, ça dépend du type d'effort. Donc, plusieurs études ont démontré justement, en comparant des jumeaux américains, etc., nord-européens, donc ça s'est fait d'une manière générale, qu'il est possible de lutter contre ces gènes impliqués dans l'obésité, impliqués dans le diabète, grâce à l'activité physique. Donc on sait que l'apparition d'un syndrome métabolique est favorisée par la malbouffe, la sédentarité, les perturbateurs endocriniens dont Christian Vélo nous a parlé ce matin, mais aussi la prédisposition génétique qui n'est qu'une prédisposition. Et que la pratique d'une activité physique et du sport va diminuer l'impact des gènes négatifs à risque dans les maladies cardio-métaboliques d'une manière générale. Donc là, c'est pas un certain nombre d'études qui vont valider ces recommandations, et notamment sur le rôle de l'implication des gènes FTO, etc., et l'effet bénéfique du sport sur la prédisposition génétique. Alors c'est marrant, c'est de montrer que ces effets ne sont pas les mêmes chez les Nord-Américains que chez les Européens. Alors il y a sûrement plusieurs facteurs qui interviennent, et peut-être que les Européens bougent plus que les Américains, ce qui reste à démontrer quand je vais vous montrer un certain nombre de données après. Ça, c'est bien sûr, c'est l'effet de la malbouffe. Donc, tout ça pour vous dire qu'une activité physique soutenue, on sait que ça va réduire le risque de maladies majeures, en particulier cancer du sein, du côlon, le diabète, les maladies coronaires. Donc, encore une fois, je vous ai dit que l'activité physique réduit le risque de diabète de type 2. Vous avez toutes les données là-dessus. Et que c'est les gènes du métabolisme qui sont déméthylés par le sport. Donc là aussi, un certain nombre d'études ont montré que le taux de déméthylation va dépendre de l'intensité du sport. Dans les maladies cardiovasculaires, c'est la même chose. Bon, juste cette courbe parce que c'est marrant de constater, pour les plus vieux d'entre nous, on n'est pas très jeunes hein, dans l'Assemblée, que dans les années 80, quand on faisait un infarctus, on mettait les gens au repos complet. Dans 10 ans après, on leur disait de bouger un petit peu. Et puis aujourd'hui, on incite absolument à ce qu'ils aient une activité physique. Comme quoi, les données changent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer que 40% des cancers seraient favorisés par le surpoids ou l'obésité. Et qu'on a démontré le rôle des micro-ARN circulants dans la cancérogenèse.
Et ces micro-ARN peuvent justement faire la cible d'un certain de traitement. Moi, je travaille avec un groupe qui s'appelle l'EMMA, où on traite, je dis bien on traite, des personnes atteintes de cancer par de la micro-immunothérapie. Vous avez parmi les exposants un labo qui fait de la micro-immunothérapie. Je vous engage à aller les voir. Je ne veux pas de la pub, hein, mais c'est LaboLife. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais on sait que donc une activité physique va modifier l'expression des micro-ARN. Donc, l'activité physique va réduire le risque d'incidence du cancer et améliorer les résultats. Et on a un certain nombre de micro-ARN là, qui sont identifiés, vous les avez sous les yeux, je passe la lecture, hein, pour montrer qu'en fonction de l'activité physique que vous avez, plus ou moins intensive, eh bien, ils vont être sollicités. Donc, en cancérologie, les marqueurs épigénétiques agissent de deux manières. Soit ils induisent un déficit de méthylation, qui a pour effet d'activer l'expression des proto-oncogènes, ou de permettre l'expression anormale de séquences répétitives de Leiden, soit ils induisent une hyperméthylation aberrante, donc l'inhibition de gènes suppresseurs de tumeurs dont on a parlé ce matin. Donc là, cette diapo, là aussi, c'est des travaux qui ont montré que l'activité physique étudiée chez des jeunes personnes qu'on fait pédaler, ont montré qu'il y a une jambe qui pédale et l'autre qui ne pédale pas, et ont montré qu'on avait des modifications entre les deux. Et ces gènes qui sont impliqués dans la formation des muscles, l'inflammation, l'apport génétique et les processus immunitaires. Donc c'est là où on comprend que l'activité physique va être préventive de 13 types de cancers. Ce sont des publications relativement récentes qui sont confirmées. Et notamment, il y a eu un travail intéressant qui a été fait dans le cancer de la prostate qui a montré que la modification du comportement, à la fois alimentaire, dont a parlé Castronovo, de l'activité physique, de la méditation, va diminuer, améliorer la longueur des télomères et va diminuer les risques de ces cancers de la prostate. En fait, le cancer, c'est une des premières maladies humaines que l'on a liées à l'épigénétique. Et on sait que, par exemple, dans des cancers colorectaux, eh bien, les gènes sont hypométhylés. Donc vous avez la description, je passe là-dessus, il faut me croire sur parole, et c'est pour ça qu'on recommande une activité physique. Alors, pour ne pas faire peur, l'activité physique, ça comporte tout. C'est les loisirs, les déplacements. Quand vous vous levez d'ici pour aller boire le café, ou pour aller pisser tout simplement, vous avez une activité physique. Et ce n'est pas uniquement une activité sportive. Donc il y a les activités professionnelles, bien entendu, ce n'est pas le travail au bureau. Les tâches ménagères font partie de l'activité physique. Et bien entendu, il y a les activités sportives, qu'elles soient ludiques ou planifiées. Donc, nos capacités, on ne va pas insister là-dessus, sont toutes améliorées par l'activité physique et on recommande au minimum 150 minutes d'activité d'endurance modérée par semaine ou 75 minutes un peu plus intensives ou une combinaison des deux ou par période de 10 minutes. Ce qu'il faut éviter, c'est l'addiction à la chaise. Et il faut essayer de faire en sorte de passer moins de 8 heures par jour assis. Et on dit qu'une heure d'activité physique par jour suffit à compenser les activités délétères de 8 heures de travail assis. Donc, vous voyez ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui. Dans ces activités physiques, c'est aérobie, anaérobie, des exercices d'assouplissement, d'étirement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Ça, c'est une étude qui est relativement récente, qui a été faite chez des femmes ménopausées, avec des risques de cancer du sein, et que même si on
si on commence après la ménopause son activité physique, on réduit d'une façon considérable le risque de faire un cancer du sein. Et ce risque est diminué encore de 10% si on commence l'activité physique avant la ménopause. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en cas de cancer, le meilleur traitement pour lutter contre la fatigue, eh bien, c'est de bouger ses fesses. Alors, c'est là où on peut être inquiet, c'est pour notre futur, non pas le nôtre, mais celle de nos générations qui vont nous succéder. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'Association de cardiologie du sport, qui a déjà quelques années, qui a montré qu'en 1971, un enfant courait à 800 mètres en 3 minutes. En 2013, il lui faut 1 minute de plus. Alors, selon cette association de cardio du sport, moins de 50% des enfants respectent les 60 minutes d'activité physique quotidienne préconisées. C'est dramatique. Hein. Et quand on voit ça, c'est encore pire. C'est encore pire. Ça, c'est une étude qui vient d'être publiée dans le Lancet, qui a montré que la France, ce très grand pays, est sur 146 pays et 119e rang pour l'activité physique. Les Belges, je vous ai mis en dessous, là, 58e. C'est quand même mieux. Hein. Voilà, donc quand vous lisez ça, on peut être très, 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 très inquiet sur l'avenir de ces enfants. Et ce que je trouve grotesque et ridicule, c'est qu'on banalise le surpoids. Il ne faut surtout pas faire de discrimination, mais c'est un vrai scandale. C'est porteur de mort, tout simplement, de maladies chroniques, de tout ce qu'on veut. Bon, c'est comme ça. Donc vous avez le tableau, là, si vous voulez regarder, qui sont les premiers. Je crois que les premiers, ce sont... Alors il fallait aller le chercher, hein, c'est le Bangladesh. Comme quoi. Alors, je voulais vous parler de ça parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller cavaler pendant 150 minutes et tout. Il faut être à la retraite. Et puis si on est à la retraite, il faut quand même avoir des bons genoux, des bonnes hanches. Voilà, mais ça, c'est une activité que moi, je recommande. C'est ce qu'on appelle en bon français l'interval training. C'est l'exercice à haute intensité par intermittence. Quoi. En fait, l'idéal, c'est d'avoir un vélo d'appartement, pas besoin d'avoir un truc sophistiqué, mais on peut le faire à la course à pied, hein, en faisant du fractionné. Donc ce qu'il faut faire, donc vous avez un vélo d'appartement, vous échauffez un tout petit peu, pour ne pas démarrer. Alors, vaut mieux, quand on est un peu âgé, avoir fait un petit bilan cardiovasculaire quand même, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et il faut faire des séquences de 5 minutes. Donc vous êtes échauffé. Une fois que vous êtes bien échauffé, vous accélérez pendant 30 secondes, vous sprintez pendant 30 secondes, et vous faites de la récupération active pendant 4 minutes. Donc 30 secondes, 4 minutes, ça fait 5 minutes. Et vous faites 6 fois ça, ça fait un exercice sur 30 minutes. C'est l'équivalent d'un marathon, hein, sur les bénéfices pour l'activité physique et sportive. Alors, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on crée un stress oxydatif, d'où l'importance de ne pas prendre des antioxydants n'importe comment. Il faut respecter un certain type de stress oxydatif. Ce stress oxydatif, généré par l'effort, va entraîner la fragmentation d'une protéine qui s'appelle le récepteur à la ryanodine et qui transporte le calcium. Les canaux calciques s'ouvrent, l'effort libère le calcium dans la cellule musculaire, qui va permettre sa contraction, et cette fuite de calcium va favoriser la synthèse et le renforcement du fonctionnement de nouvelles mitochondries. C'est-à-dire qu'on est capable de fabriquer de nouvelles mitochondries. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type d'exercice améliore non seulement les mitochondries, mais améliore
le BDNF, c'est-à-dire ce neurotransmetteur qui intervient au niveau de l'hippocampe, etc. Donc ça veut dire que le sport, on a longtemps dit que pour entretenir son intellect, sa mémoire, le fonctionnement de son cerveau, il fallait s'entraîner à lire, à faire des mots croisés, à apprendre des récitations, des poèmes. En fait, on s'aperçoit que la meilleure activité pour entretenir son cerveau, c'est l'activité physique. Alors, je vais conclure par... je vais reprendre de ce qu'a dit un petit peu Christian Vélo, d'une façon brillante ce matin, pour voir un petit peu ce qu'on voit sur les terrains de sport. Et ça, régulièrement, vous allez voir, ça fait la une des journaux. En particulier, c'est la fréquence de la SLA dans certains sports collectifs, le foot, le rugby, le foot américain. Alors, bien entendu, la SLA, c'est sûrement multifactoriel. Et cette SLA est appelée aussi maladie de Lou Gehrig, justement parce que un des premiers qui a été affecté par cette pathologie qui est terrible était un joueur de baseball américain. Et aujourd'hui, il y a une épidémie de sclérose latérale amyotrophique dans le foot italien. Il y en avait à un moment donné 483 cas de recensés, alors que la fréquence normale pour 100 000 habitants, c'est 2 ou 3 cas par an. Donc on a supputé que différents facteurs pouvaient intervenir, le type d'exercice, l'intensité d'exercice, les traumas crâniens, les suppléments nutritifs ou dopants. Et puis, on a surtout suspecté des cyanobactéries qui vivent dans le gazon et aussi des herbicides et des fongicides utilisés pour traiter les pelouses. Donc, toutes ces hypothèses ont été soulevées, aucune n'a été confirmée. Donc, vous voyez, ça c'est une de l'équipe il y a 3 ans. Le poison serait dans le pré. Et il se trouve que dans le monde entier, à peu de choses près, l'entretien des pelouses, c'est fait pour lutter contre la présence d'un champignon. Et on utilise des fongicides, vous avez la liste là, Banner, Dedicat, Explosive Stress Guard, Acernity. Et on sait que ces substances, dans leurs composants, ont des strombines qui ont pour objectif de bloquer la respiration cellulaire des champignons, sauf que ça bloque la respiration des insectes et aussi celle des hommes. Et toutes ces substances-là, dont vous avez la liste, qui n'est pas limitative, sont responsables de maladies dégénératives qui peuvent survenir 20 ans plus tard, la pratique du sport, parce que ça a affecté la chaîne respiratoire mitochondriale. Alors, ce qui est fou, c'est que ce propiconazole, dit Banner, a été interdit en 2019. Au moment où je vous parle, c'est toujours utilisé. Le Dedicat aussi est toujours utilisé. Non seulement il est autorisé, mais on autorise de jouer sur un terrain 8 heures après l'avoir aspergé, etc. Et il y a une personne qui s'appelle Pierre Rustin qui se bat depuis 2018 pour qu'on demande de supprimer ces inhibiteurs de DHI, là, qui exposent à des cancers des reins, digestifs, encéphalopathie sévère, tumeurs du système nerveux, etc. etc. Et qu'a fait l'ANSES ? Dit qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir. Pas de problème. Donc, alors qu'on sait, je répète ce qu'a dit Christian Vélo, que les pesticides sont impliqués chez les agriculteurs, et on a montré justement que le risque de SLA était multiplié par
presque 1,5 fois chez les personnes exposées à ces pesticides. Et une étude qui a été faite en Bretagne a montré, a confirmé tous ces inconvénients. Alors, ce qui est intéressant, c'est là où ça rejoint notre topo, c'est que vraisemblablement, il y a des mécanismes épigénétiques qui sont impliqués. Il y a un certain nombre de publications, vous les regarderez, qui attestent cette hypothèse. Oui, il y en a un certain nombre. Et il y a un bouquin qu'il faut lire absolument, qui est le bouquin de Fabrice Nicolo, qui est une enquête choc sur ces pesticides et sur le SDHI, qui s'appelle « Le crime est presque parfait ». Voilà, donc, je termine là-dessus pour se demander, est-ce qu'il y a un risque d'explosion des maladies neurodégénératives dans les sports collectifs qui se passent sur pelouse, ça ne passe pas en salle, sur pelouse, qui sont traités, et avec la mort prématurée de certains athlètes. Alors bien entendu, à côté de ça, on a évoqué le dopage, mais le dopage, on ne voit pas très bien, parce que dans le foot, c'est certains postes qui sont plus affectés que d'autres. Alors si c'est certains postes qui sont plus affectés que d'autres, c'est peut-être les micro-traumatismes cérébraux. Le fait de jouer jeu de tête, etc., ce n'est pas forcément une bonne chose. Certains types de plaquage dans le rugby, c'est sûrement pas... Et donc voilà. Donc en sachant que lorsqu'on a eu une commotion cérébrale, 1 an après, le débit sanguin cérébral est perturbé. Donc c'est pas rien. Donc ça, j'ai repris juste pour terminer là-dessus, pour montrer à quel point nous sommes dirigés par des incompétents dans tous les domaines, qui montrent que pour l'ANSES, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème. Et alors qu'il faudrait se battre pour supprimer tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon appétit.